C'est Click Talk avec Rocking Squat. On est ensemble. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. You. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était à Bercy, à l'Accor Hotel Arena, pour un gros festival. Aujourd'hui, on est dans un endroit qui est chargé d'histoire. Est-ce que tu es dans les studios de Click? Est-ce que c'est un lieu qui t'évoque quelque chose, cet endroit, le bâtiment? Tu parles de l'immeuble? Ouais. Bah oui, bien sûr, c'est actuel, c'est Radio Nova, donc c'est une histoire de Paris, en fait. Tu vois? Pas spécialement que mon histoire, c'est l'histoire de la créativité aussi d'une grande équipe et d'une grande famille qui était très, très créative, qui l'est toujours à travers Radio Nova, et qui est donc une des parties de l'âme de Paris. Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu es venu dans cet immeuble? C'était quoi? La première, vraiment, non. Je ne me rappelle pas. Peut-être que je passais dans la rue pour taguer sur la porte, sûrement. Mais par contre, j'y ai passé des nuits entières, en fait, dans cet immeuble. Parce que Jean-François Bizot et Jacques Massadian, à l'époque, nous avaient laissé les clés des studios de Radio Nova dans la fin de la première période d'Assassin, en fait. Vraiment la rencontre de Dr. L et moi-même, quand on a vraiment commencé à travailler ensemble. Et on a passé, je pense, 2-3 ans, de 90... Ouais, 2 ans, peut-être 2 ans. De 90 à 92, toutes les nuits ici à travailler, en ayant accès à toute la discographie, enfin, tous les vinyles de Radio Nova. Et on a pris énormément de samples dans les vinyles de Radio Nova, en fait. Ça fait partie... Il y a une âme d'assassin dans cet immeuble aussi. Tu dis que tu évoques Nova actuelle, pour lesquelles on a beaucoup de tendresse. Tu dis que c'est une partie de l'histoire de Paris et de la culture en France. Mais avec Assassin et ta carrière, toi, c'est aussi une histoire du rap en France. Oui, bien sûr. C'est ce que je viens de raconter. En fait, déjà, à travers... je pense que ça a été... Vu que c'était des gens très créatifs, avant que le hip-hop français arrive, quand on est arrivé, quand les premiers acteurs de ce mouvement sont arrivés, ils ont tout de suite vu, ils se sont vus, je pense, en nous. Et ça a été les premières personnes en place qui nous ont ouvert la porte et qui nous ont compris et qui ne nous ont pas pris que pour des charlatans. Tu vois? Et donc, on a toujours eu un respect pour ces gens-là. Et on ne s'est pas trompé, parce que c'est eux qui ont créé Globo. Tu vois, ils étaient quand même derrière aussi, avec un club, avec les frères Body and Soul, Malka Family, à travers les mecs de Saint-Paul et tout ça, tu vois. Et Loïc Dury aussi, qui était là. Je ne sais pas si c'est un nom qui vous évoque quelque chose, mais en tout cas pour nous, ça nous évoque beaucoup. Et puis Radio Nova, ils ont fait jouer Dynasty, c'est un des premiers à avoir fait jouer Dynasty. Et puis ils ont été très très actifs, et c'est des gens très importants dans notre culture. Une des raisons pour lesquelles on se voit aujourd'hui, c'est que tu sors un livre, une rétrospective de toute ta vie jusqu'à présent. Plus ou moins. Artistique, on va dire. Pour moi, c'est plus... Je le définirais, mon livre, je le définirais comme l'odyssée photographique de ma carrière artistique, en fait. L'odyssée photographique suit son cours? On dirait, hein. Dans le bouquin, tu dis que tu parles au moment de la première partie de ta vie. Ouais. Pourquoi le sortir maintenant? Parce que j'avais pas le temps de le faire avant. C'est quand même un bouquin que je travaille depuis plus de 2 ans et demi. Donc c'est beaucoup de taf. Maintenant, c'est pas tous les jours. Tu vois, il y a eu peut-être une 60aine de journées de taf vraiment, quoi, sur ces 3 ans. Plus tous les à côté, à recherche d'archives et toutes ces conneries-là. Mais ça arrive au moment où ça doit arriver, en fait. Tu vois. Et quand je dis c'est la première partie, parce que je suis déjà sur plein d'autres trucs, en fait. Tu vois. Mais en tout cas, c'est un très beau projet. C'est un projet qui est très bien réalisé. Tu vois. On a vraiment beaucoup taffé. Vous verrez, la mise en page est magnifique à mon goût, quoi. Et puis en plus, on a en sortant les archives de ma carrière artistique, en fait, je raconte l'histoire du hip-hop en France, d'une certaine façon. Et aussi, on passe des époques, parce que c'est 30 ans, et on voit du premier téléphone à cadran jusqu'à l'intelligence artificielle, quoi. C'est marrant parce que tu parles de ça, il y a 2 trucs qui m'ont frappé. C'est que dans ton premier texte, pour donner une idée aux
aux gens, à nos auditeurs, futurs lecteurs. spectateurs, lecteurs du livre et spectateurs de Click. Ton premier texte, dedans, tu parles de l'URSS. Ouais, c'est incroyable. Alors, c'est pas le premier texte. On l'a trouvé dans mes cahiers, tu vois, parce que bon, il me restait des cahiers. C'est un texte de 86. C'est pas les premiers, mais c'est dans les premiers, on va dire. Et c'est incroyable. Je parle de l'URSS dedans et des USA et c'est pour ça qu'on l'a gardé en fait. C'était ouf. C'était ouf. Les flyers, il y a des numéros de téléphone à 8 chiffres. Et il y a des archives qui sont incroyables. On a l'impression que tu as tout gardé en fait. Alors moi, je suis un grand archiviste, c'est vrai, mais sans le faire exprès. C'est pas le syndrome de Diogène. Non, pas du tout, non. En fait, ça s'est retrouvé et quand on a décidé de le faire, bah tiens, il me restait ça. En plus, je viens d'une période, parce que c'est aussi un bouquin photo, je viens d'une période où nous, on prenait aucune photo. Les quelques photos que j'ai, qui sont des pièces, t'as vu, tu vois, des métros, des trucs en 84, 85, je les ai. Tu vois, j'ai ouvert des enveloppes, et c'était encore là, quoi. Donc c'est bien. Hein. Mais le gars avec qui j'ai fait le livre, qui est la personne qui est derrière Scene, the Godfather of Graffiti, donc le seul bouquin qui a été fait sur Scene, la légende du graffiti à New York, c'est quelqu'un qui, dans le fond, me guettait et savait qu'il y avait matière à, en fait. Tu vois, et quand il m'a proposé de faire ce livre, il s'appelle Steve Delaborie, connu dans le tag sous le nom d'Eker. Et il m'a proposé de faire ce livre. Et quand j'avais vu le travail qu'il avait fait sur le boulot qu'il avait fait sur Scene, j'ai fait oui, bien sûr, allons-y. Et je vais le faire avec toi et on va vraiment se prendre la tête. Et voilà, le résultat, on est content, quoi. Et ce que j'aime beaucoup dans ton livre, c'est que tu redonnes du crédit à beaucoup de gens. Oui. Tu cites très précisément l'implication de beaucoup d'acteurs dont les gens n'ont pas forcément parlé. Et j'ai l'impression que tu as une phrase à un moment sur les vainqueurs et sur les vaincus. Ouais. Et que tu redonnes un peu. Tu te redonnes du crédit, mais au sens américain, quoi. Ouais, credit is due, sur plein de choses. C'est une bonne analyse. Mais en fait, tu sais d'où ça vient, ça? Ça vient que moi aussi, je suis un vaincu. C'est-à-dire que dans l'histoire mainstream du hip-hop en France, Assassin et Rocking Squat sont des gens qui ont toujours été oubliés et toujours été mis de côté. Parce qu'on a été le premier label indépendant. Je fais partie sûrement du premier acteur de ce mouvement à vraiment casser les couilles aux gens sur la façon dont j'ai envie d'avancer, sur la façon dont j'ai envie de dealer mes contrats, et ainsi de suite. Et ça, l'industrie ne l'accepte pas. Et le fait d'avoir toujours été mis de côté, et donc avoir fait beaucoup moins d'oseille que tout le monde, ne pas être connu du grand public. En plus, moi, j'ai refusé pendant très longtemps les médias pour construire, en fait, des bases solides sur la façon dont j'étais en train de délivrer mon art aux gens, fait que je suis dans cet ensemble des gens que je cite, en fait. Moi aussi, je fais partie des gens oubliés, tu vois, même si je suis à la lumière, parce que je continue à être actif, j'ai fait un travail qui est un vrai travail, parce que je sais comment je travaille, je m'applique beaucoup dans ce que je fais. Donc c'est pour ça que je suis encore là, parce que la qualité, en fait, prédomine sur la quantité. Et quand tu fais de la qualité, quand tu es un artisan qui fait de la qualité, de toute façon, ça paye. Tu vois, et je le sais depuis le début, en fait. Et c'est pour ça que je n'ai jamais été friand de succès immédiat et tout ça, parce que je savais que de toute façon, ce que j'étais en train de faire avec les gens avec qui je le faisais, on était en train de vraiment taffer un truc de qualité, quoi. Tu le dis à un moment du livre, il y avait 3 crews à l'époque qui explosaient, c'était vous, NTM et IAM. Et tu dis que toi, justement, tu as fait le choix de justement pas te montrer aux médias, de pas signer un major, de garder une forme d'indépendance et de pureté dans ton art. Et tu dis que c'est tes décisions qui font qu'aujourd'hui, justement, vous êtes peut-être moins exposés que les autres. Ouais. Non, nous, à l'époque des groupes dont tu parles, on était prêts à aller dans le même sens qu'eux, par contre avec nos conditions. Ouais. Et quand nous, les contrats sont tombés sur la table pour qu'on aille dans les mêmes conditions de ces gens-là, même avant eux, en fait, on a eu les premières propositions, on les a discutées. Eux, non. Parce que moi, je les connais, les contrats. Hein. Même de IAM et d'NTM, les premiers contrats, on sait ce que c'est. Et comme eux ont accepté les conditions déplorables de contrat de maison de disques,
et que un est devenu le groupe de Virgin et l'autre est devenu le groupe du groupe Sony, c'est normal que ces gens-là aient les portes ouvertes comparé à nous qui tout de suite deviennent indés, tu vois, par la force des choses. Donc, mais sincèrement, j'échangerai pas ma place pour quoi que ce soit. Justement, tu disais, je crois que c'est en 89, La Formule Secrète, c'est en gros le premier morceau clean, bien enregistré de rap en France. Ah, il paraît, ouais. C'est bien pour ça qu'elle porte son nom, La Formule Secrète. Et 30 ans plus tard, on peut savoir c'est quoi la formule secrète d'Assassin ou de Rockin' Squat? Non, parce que comme son nom l'indique, c'est secret. Donc à un moment, un secret ne se dévoile pas. Mais par contre, le livre, par exemple, en le feuilletant, en ayant une bonne vision des choses et avoir sa propre analyse, je pense que tu peux déjà en trouver une bonne partie. Ouais, tu sais, les secrets de la vie, en fait, c'est déjà garder son équilibre, être honnête avec soi-même, avec les gens qui t'entourent, avoir du cœur, suivre les chemins de lumière. Tu sais, tout est déjà là, en fait. Hein. Le secret, en fait, c'est revenir à l'essentiel, tu vois. Et nous, dans les villes comme dans lesquelles on vit, qui sont très, très polluées par tout ce qui nous environne, en fait, on est loin de l'essentiel. Et une des clés de la formule secrète, si on veut faire une métaphore, c'est vraiment revenir à l'essentiel. Alors justement, tu parles de la ville. Je crois qu'en 93, donc Assassin sort sur le clip, Sauvons la planète. Ouais. Debout, évaluer l'envergure des problèmes. Ceci n'est pas une demande, mais un besoin pour que l'espoir revienne. L'homme organise sa destruction. Analysons la situation pour que vous puissiez comprendre. C'était en 93, et je pense que c'est peut-être le premier morceau écolo de l'histoire de la musique. Un des premiers morceaux écolo. Oh, de l'histoire de la musique, je sais pas. Là, je peux pas. J'ai pas cette connaissance pour répondre à ça. Mais en tout cas, c'est notre premier morceau où on parle de l'écologie. Ouais. Et je pense qu'en France, il ne devait pas en avoir beaucoup. En tout cas, dans le hip-hop, il n'y en avait pas. Mais il ne devait pas en avoir beaucoup, non. Mais je ne sais pas. Dans les années 2000, vous allez faire quelque chose que le livre contribue à faire d'ailleurs. La capuche que vous tenez baissée depuis le début de votre carrière, en gros, vous allez commencer à la remonter et à laisser voir déjà votre visage. Ton visage, pardon. Pourquoi? C'est pareil. Parce que moi, depuis le début, j'ai arrêté de montrer. En fait, j'ai montré ma tête jusqu'à 90. On a fait une émission. Je ne sais pas si vous retrouverez les archives sur l'INA, vu que je vais la citer. Peut-être que vous le retrouverez, mais c'est un peu dur, avec Christine O'Krent, qui s'appelait Direct, sur Antenne 2, ouais. Où ça a été du n'importe nawak, en fait. C'était par rapport aux banlieues, aux flics, bon voilà. Nous, en plus, on était jeunes, un peu chétanes, donc la façon dont on parlait sur le plateau, c'était un peu... ouais. Mais bon, en tout cas, ce qu'on disait, c'était vrai. Et après cette émission, moi, personnellement, j'ai dit, bon, moi, c'est bon. Les médias mainstream, ça m'intéresse plus, en fait. Tu vois. Et en plus, partageant mes lectures philosophiques et chamaniques et plein de choses dans lesquelles moi j'étais réellement, l'exploitation de mon image n'était pas très intéressante pour moi à cette période de ma vie. Et j'ai surtout décidé de le faire jusqu'à que la France devienne vraiment un pays avec une culture hip-hop. Et ça l'est aujourd'hui. Et comme tu disais tout à l'heure, assez justement, il est temps de raconter l'histoire aussi. Parce que si à un moment je ne prends pas la parole pour tous les oubliés dont je fais partie, personne ne la prendra en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'histoire a été écrite par les vainqueurs pour les vaincus. Donc si les vaincus se taisent à jamais, et c'est pour ça que je dis dans le livre, et heureusement, certains vaincus ont survécu. Et donc on reprend la parole, parce que c'est souvent les vaincus les vainqueurs en fait. Donc voilà, et donc à partir des années 2000, on commençait déjà à être beaucoup plus dans une culture hip-hop en France. Ouais. Ouais. Dans les années 2000, il y a aussi un autre morceau qui s'appelle Enfant de la balle. Alors comme ça, votre assassin est fils d'artiste. Maintenant vous comprenez un peu plus le clown triste. Enfant de la balle, à première vue c'est parvenu. Cuillère d'argent dans la bouche et qui n'a jamais eu de vécu. 2009. 2000. C'est la fin des années 2000. Ouais, plutôt. Et c'était un très beau morceau. C'est un morceau qui vous permet d'assumer et d'affirmer la filiation Cassel. J'ai toujours assumé la filiation Cassel. Tu le vois dans mon livre. Tu as vu sur mes bulletins scolaires, il y a écrit Mathias Cassel. Ma carte orange, il y a écrit Mathias Cassel. Enfin, moi, j'ai toujours été Mathias Cassel. Dans mon quartier, tout le monde me connaît sous le nom de Mathias Cassel. J'ai jamais pas assumé ce truc-là, quoi. Tu vois, j'ai toujours aimé mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Waouh, et tu connais la suite, quoi. Donc non, c'est simplement un beau morceau écrit parce que j'avais besoin de l'écrire et que j'avais envie de l'écrire, quoi. Il a été bien reçu dans le rap français? Je m'en fous.
Je me pose pas ce genre de questions en fait quand je fais des morceaux. Je cherche pas à savoir si c'est bien reçu ou pas. Tu sais, quand t'es un écrivain, quand t'es un artiste, déjà tu fais pour toi, avant toute chose. Moi, je suis mon premier public. C'est-à-dire que je suis le premier à savoir si la chose que je fais est bien ou pas, si elle me plaît ou pas. Et ensuite, c'est livré au public, et les gens qui aiment, aiment, et tant mieux. Et ceux qui n'aiment pas, n'aiment pas. Et c'est pas grave non plus. Tu vois. Rien n'est vraiment très grave, en fait. Une des clés de la longévité d'Assassin et de Rockin' Squat, c'est une fanbase qui est indéboulonnable. C'est quoi qui se renouvelle. Parce que si tu viens, par exemple, dans nos concerts encore aujourd'hui, ou même à la dédicace de mon livre, parce qu'à partir du 4 octobre, je vais faire une tournée en France et en Belgique, Suisse, et partout où on pourra aller, de rencontres et dédicaces avec mon public. En fait, on a des gens qui... moi, j'ai des mômes de 10 ans à mes concerts. Parce que c'est les enfants de fans à nous, les petits frères, les petites sœurs, tu vois. Et ben moi, j'ai toujours été assez accessible, tu vois. Et après, j'ai aussi des gens très fanatiques, fans, tu vois. Mais bon, on leur parle et ça redescend direct. Parce que je pense que j'ai écrit des choses qui n'étaient pas trop teubées. Donc ça a donné aussi, tu vois. Moi, la plupart des gens que je rencontre qui kiffent ma musique sont des gens très posés, qui souvent font beaucoup de choses, en fait. Qu'est-ce qu'ils te disent en général, les gens, quand ils te rencontrent? Plein de choses différentes. Tous les gens sont différents, en fait. Ça part dans tous les sens, en fait. Il n'y a pas de... Mais en tout cas, je sais qu'il y a des gens qui, à l'écoute de notre musique, ont fait des études, sont devenus avocats, sont devenus chirurgiens, sont devenus acteurs social de leur propre quartier, sont encore dans la rue, sont en prison. Tu vois, il y a tout, en fait, mais en tout cas, ce que j'ai vu, c'est que c'est un vrai bagage qui donne de l'espoir. Ils sont aussi devenus journalistes, parce que je te fais une confidence. Oui, journaliste aussi, bien sûr. Je te fais une confidence. J'ai beaucoup écouté l'homicide volontaire. D'accord. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué, c'est « rentre dans un musée ou lis un bouquin ». Ouais. Et qu'un rappeur dit ça à cette époque-là... C'est très important. C'est pour ça que je l'ai dit. Ouais. C'est pour ça que je l'ai dit. Une autre phrase très marquante aussi, dans un morceau que tu as fait dans les années 90, c'est sur l'État assassine. Dans l'État assassine, tu dis « je ne sais pas quelle réponse apporter aux violences policières ». Même si le morceau a une conclusion, mais c'est une phrase qui résonne encore aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu saurais répondre à cette question? Déjà, la phrase, quand elle est dite, je crois que c'est dans le 3e couplet, et en fait, le mec se réveille et est en train de faire un cauchemar. Donc c'est encore un autre délire. Ouais. Moi, je l'ai écrite, j'étais dans un personnage de fiction. Mais le problème n'est pas, en fait, les bavures policières. Le problème est la justice derrière les bavures policières. C'est ça, c'est que la justice doit trancher quand on donne la possibilité à des gens de représenter l'ordre dans un pays armé et que par ou un problème d'ego ou un problème de pouvoir ou font une bavure qu'ils auraient pu éviter si humainement ils étaient en équilibre avec eux-mêmes, en fait. Parce que c'est ça, une bavure. C'est quand ça dépasse quand ça dépasse la ligne et que ça aurait pu être évité. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas comme si tu avais un mec qui dégainait un flingue, le flic répond et le shoot, parce qu'il était en danger de mort. Là, c'est encore autre chose comme cas de figure. C'est quand, en fait, il y a eu la bavure. C'est-à-dire qu'on a tué quelqu'un et on aurait pu éviter de le tuer. Et que la justice ne tranche pas, c'est là où nous, le peuple, on se dit, il y a des gens au-dessus des lois, et en fait, on n'est pas en sécurité, quoi. C'est-à-dire que le moindre contrôle policier, tu peux mourir, et en plus de ça, la personne ne peut ne jamais être incarcérée, ne jamais être inquiétée par la justice. Donc c'est ça le vrai problème, en fait. Il y a un autre problème avec la justice en ce moment. Tu es allé dans un tribunal récemment. L'une des raisons pour lesquelles on se voit aujourd'hui, c'est que tu participes à l'organisation d'un festival et que sa tenue, à l'heure où on se parle, qui est 2 semaines avant la date du festival, sa tenue est remise en question par des associations de riverains. Ben ouais. Ça t'énerve ou ça t'amuse? Alors, ça m'énerve pas, ça m'amuse pas non plus. Simplement, je vis le truc parce que je suis en plein dedans et que je peux pas faire autrement. Et donc, le festival en question, c'est le festival Révolution, qui va avoir lieu le 22 septembre au stade Jean-Bouin, qui est une réunion de 30 ans de hip-hop sur une journée, 12 artistes, 12 heures de show, le grand écart de IAM jusqu'à Fianso, quoi. En passant par Black M. Black M, Caris, Oxmo Puccino, Assassin, Siana, RK, Dizzy de la Peste, et j'en passais des meilleurs, Medine.
Et plus du graffiti, du breakdance, du beatbox, du DJing, des parcours de skateboard, du parcours, enfin tu vois, style les cultures urbaines quoi, hip-hop et cultures urbaines. Et plus des ateliers pédagogiques et ludiques, ouverts pour le public, les ados, les enfants et tout ça, tu vois. Enfin vraiment bonne ambiance en fait. Et au stade Jean-Bouin, qui est un magnifique stade, et qui est la première fois que ce stade s'ouvre à un événement culturel, tu vois. Et donc oui, bon, il y a une association de riverains du 16 qui aimerait bien que ça soit annulé parce que je pense que ça leur plaît pas qu'un événement comme ça arrive dans leur quartier, tu vois. Après, il faut pas penser que c'est tous les gens du 16 non plus, tu vois. C'est une association de riverains qui, eux, ont pignon sur rue, sont actifs, sont en action, donc nous assignent au tribunal. Mais je pense que si tu fais un micro-trottoir dans les collèges et les lycées du 16e arrondissement, de Boulogne-de-Neuilly, tu vas voir que 90% des mômes, ils écoutent Nekfeu, ils écoutent Damso, ils écoutent Booba, ils écoutent du rap français, quoi. Tu vois. Donc ils sont un peu teubés, ils devraient s'entretenir avec leurs petits-enfants un peu, ou leurs enfants. Bon, donc notre dossier, il est béton, on a des bons avocats, nous on s'est parlé, notre projet, il est ficelé de A à Z. J'espère que la justice nous donnera raison et que le festival aura lieu, tu vois. Le dernier juge que tu as vu, alors? Eh bien, pour l'instant, je ne peux pas te dire s'il a le plus de vis que le dealer de Mario ou pas, parce qu'il n'a pas rendu son jugement. Mais on le saura le 18. Tu parlais de Booba à l'instant. Les gens avec qui tu as partagé le festival, l'affiche du festival, c'est des gens qui ont revendiqué parfois le nom Génération Assassin. Que des gens comme ça, qui ont 15-20 ans de moins que toi, s'autoproclament Génération Assassin, ça te fait quoi? Bah, tu sais, quand tu marques une époque, quand tu sors des titres qui aident les gens, quand tu as une attitude en plus où les gens peuvent s'identifier parce que c'est aussi la leur, bah, c'est normal, ça inspire. Tu vois, c'est comme moi je suis inspiré par plein de gens. Il y a plein de gens qui font que je suis qui je suis. Tu vois, donc c'est gratifiant. Et puis tu vois que tu n'as pas fait un travail pour rien en fait. Donc, mais c'est ça, on est des traits d'union, tu vois, on est des ponts. Moi, j'ai toujours voulu être un pont. Il y a trop de murs dans la vie, donc le pont, Assassin a toujours été un pont, et un pont entre les générations, entre les styles de musique. C'est ce qu'on a voulu faire avec le festival, enfin ce qu'on veut faire avec le Festival Révolution. C'est ce grand écart, tu vois, de faire jouer Black M sur la même scène que Medine, quoi. Tu vois, et RK avec IAM, parce qu'après, il ne faut pas s'étonner si la nouvelle génération ne connaît pas les IAM. Ou Assassin, ou des trucs comme ça, il faut aussi être des ponts. Tu vois, on est un puits de culture. Donc c'est à nous aussi de faire le travail, de donner aussi les clés aux gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que je le vois, moi. C'est quoi la suite? Ben, là, en tout cas, l'actu... Après le livre, après le... Ben, y a mon album. Je viens de faire un album à New York. C'est mon prochain projet solo. Ça sort le 20 mars 2020. Le premier single arrive mi-octobre. C'est un album qui s'appelle 432, parce que j'ai tout enregistré sur le 432 Hz, qui est la fréquence naturelle de la Terre, en fait. Je suis revenu au La naturel, c'est-à-dire que depuis 1936, on consomme la musique sur le 440 Hz, qui a été changé pour sûrement des raisons bien définies, mais on développera ça quand je sortirai mon album. Et j'ai enregistré ça avec toute l'équipe de Kendrick Lamar. Tu vois, c'est ce genre de musicien avec qui je suis. Et ça va être du très, très lourd. Ça va être du très, très lourd. Donc ça, c'est le prochain projet. Ça arrive, 432 Hz, 20 mars 2020. Je pense que tout va arriver en indé. On va faire... parce que personne ne veut le signer. J'ai fait le tour des maisons de disques. Le projet est trop adulte pour eux. Donc on se débrouillera tout seul pour le vendre aux enfants. Et puis et on a hâte de le défendre. Et après, je repars en tournée avec les musicos et tout ça. Et tout est fait, tout a été enregistré à New York. Et 14 nouveaux titres. Soyez prêts. On dit que les choses arrivent pour une bonne raison. Depuis tout à l'heure, on parle de pont, on parle de transmission. Demain, c'est une date un peu spéciale pour toi. Demain, ouais. On te souhaite un joyeux anniversaire un peu en avance. Ça porte bonheur ou pas? de souhaiter un joyeux anniversaire? En avance? Bah, je sais pas. Moi, je suis pas superstitieux, donc... J'ai écouté la chanson de Stevie Wonder, tu vois. Superstition, when you believe that the thing that you can't understand. Ça m'a parlé des petits, donc je suis pas superstitieux. Est-ce que tu te en tout cas, merci. De tout cœur.
Est-ce que tu te considères comme le doyen maintenant du rap français, le grand frère, Non. le papa? Non, pas du tout. Moi, je me considère comme l'éternel apprenti. C'est-à-dire, je ne suis qu'au début de mes recherches, qu'au début de mon apprentissage, et j'ai encore un très, très, très long chemin pour arriver à l'équilibre que j'ai envie d'obtenir. On attend le 2e livre, alors. Bon anniversaire. Merci beaucoup. À très vite. Walk it like I talk it, walk it like I talk it. You walk it like I talk it, walk it like I talk it. Hey.